Bonjour et bienvenue dans cette édition du 8 décembre. Tout de suite, le sommaire. Tendance Éco, une entreprise qui a le vent en poupe dans un bâtiment hautement écologique. Les basketteurs manceaux ont lourdement perdu face à Kazan, 98 à 65. Et puis découverte d'une exposition très originale d'archéologie fiction, c'est à Allonne. Mon invité est Ingrid Lediot, responsable d'édition du Petit Futé Le Mans, le Petit Futé qui sort cette semaine. On ouvre sur les chutes de neige qui se sont abattues aujourd'hui sur le département. Les cars sont allés chercher des élèves au collège d'Ancines et de Fresnay-sur-Sarthe à la mi-journée. C'est ce dernier bus qui est resté bloqué dans une côte. Les gendarmes sont intervenus pour remettre les 11 enfants à leurs parents. La neige qui a fortement perturbé les transports en commun du Mans. Les horaires vacances seront d'ailleurs appliqués demain sur le réseau. Demain, la vigilance orange est d'ailleurs toujours maintenue. Pas de chute de neige prévue, mais des risques de verglas. Un temps sibérien donc qui n'empêchera pas les travaux de l'espace culturel des Jacobins de débuter ce jeudi. Un projet très ancien dont la réalisation concrète donc sera lancée officiellement demain vers 11 h. Un bâtiment va sortir de terre, un autre va être inauguré. C'est le site de l'entreprise Tendance Éco au Mans, une société qui propose des solutions écolo pour des bâtiments industriels. Leur meilleur argument de vente, c'est leur propre site, Benoît Doisy. Ce bâtiment est ce que l'on appelle un bâtiment positif. Comprenez, un bâtiment qui produit plus d'énergie que ce qu'il consomme. Tout est fait pour que confort de vie et éco-construction cohabitent. L'ancien silo abrite les dernières évolutions en matière d'énergie renouvelable. Panneaux solaires, éoliennes, isolation en ouate de cellulose, ampoules basse consommation, tous ces produits sont distribués par Tendance Éco. Le siège du groupe est une véritable salle d'exposition et un argument de vente. On peut les voir aussi bien en fonctionnement, donc tout ce qui va être partie photovoltaïque, donc nous avons nous-mêmes installé sur notre bâtiment, ainsi que le thermique, la ouate de cellulose également. Donc de là, c'est pour nous, par rapport à les clientèles, quelque chose de concret en fait. Ils viennent voir, mais ils voient aussi en fait le produit en lui-même déjà installé en fait. C'est pas juste sur catalogue. Lumineux, confortable et surtout écologique, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les panneaux solaires, par exemple, produisent 145 000 kWh par an, soit la consommation de 60 foyers sans chauffage électrique. Cela représente également 500 grammes d'uranium utilisés par une centrale nucléaire pour produire la même quantité d'énergie. L'éolienne permettrait, elle, d'alimenter 2 foyers pendant un an. L'ensemble de cette production verte réduit de 13 tonnes par an les rejets en CO2. La réhabilitation du silo est en cohérence avec l'esprit de l'entreprise. Pour elle, c'est aussi une opération de communication. Je ne peux pas le nier. Aujourd'hui, avoir un beau bâtiment comme celui-ci nous apporte des clients en entrant, des gens qui viennent nous voir, et ça apporte quand même une autre dimension. Si le bâtiment attire les clients, l'investissement est conséquent. Difficile de connaître la durée d'amortissement. Le risque n'est-il donc pas important dans un secteur hyper concurrentiel ? Je dirais qu'au contraire, on est à l'ère nouvelle, je dirais, du développement durable. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte au fil des années que l'habitat était plus que concerné. Tendance Éco a confiance en l'avenir, ce bâtiment le prouve, son chiffre d'affaires également. 4 millions d'euros en 2008 et cette année, il devrait atteindre 38 millions d'euros. Allez, on poursuit avec un chiffre. Ce chiffre, 80 000, c'est le nombre d'habitants en plus que comptera la Sarthe en 2040. Les dernières projections de l'INSEE prévoient donc une population de 640 000 habitants dans 30 ans. Et puis ce fait divers, en bref, plus de peur que de mal pour un employé du Conseil général dont le plafond du bureau où il travaillait s'est écroulé, légèrement blessé. Il a été hospitalisé au Mans. On poursuit avec cette info du secours populaire. 450 familles sont invitées à venir retirer des cadeaux de Noël. La Fédération sartoise du secours populaire invite ces familles à venir choisir des jouets, des friandises, des places de spectacle ou encore des vêtements afin qu'elles puissent fêter Noël dignement. Un accueil qui se fait dès ce jeudi de 14h30 à 18h et se poursuivra vendredi. C'est au centre social des Sablons, rue du Cantal. Balayé, atomisé, ridiculisé, les mots de la presse sont durs, mais la réalité, eh bien là, le MSB a perdu face à Kazan, 98 à 65. C'était à Antares hier. Retour sur cette débandade avec Yannick Morfin et Amoun Chamsoudine. C'est sans Ben Dewar, blessé sous les yeux du grec Casioussis, que s'est déroulé ce premier match de la phase retour de l'Eurocup.
Kazan, défait sur son parquet la semaine dernière, avait à cœur de prendre sa revanche. Les 8 premières minutes sont équilibrées, 15 partout, mais là cela ne va pas durer. Le MSB se fait rapidement décrocher par la suite. Les Manceaux subissent la foudre des Russes et surtout de l'Aïdé, auteur de 7 points en moins de 2 minutes. Avec McCarthy et Popovic, les Russes font preuve d'une adresse remarquable. Plus de 75% de réussite à 2 points, 65% au shoot à 3 points. Chaque erreur mancelle se pécache et c'est avec 16 points de retard que les coéquipiers de JP Batista regagnent les vestiaires 50-34. Malgré une telle avance, les coéquipiers de Popovic ne se contentent pas de gérer, bien au contraire. Comme vexés par l'affront du match aller, les Russes restent concentrés et ne lâchent rien. Le match tourne même à une véritable démonstration. Les Manceaux comptent 27 points de retard à l'abord du dernier quart-temps. Le cœur n'y est plus, les têtes sont ailleurs. La priorité, c'était vraiment pas ce match-là. On l'a joué parce qu'il fallait le jouer, il fallait quand même travailler nos petits trucs qu'il fallait travailler. Prochain match, c'est l'Asvel. Match très important pour nous en Pro A, pour justement se continuer sur notre victoire du dernier match. Et puis après, le match de qualification contre Bonnevitte à la maison aussi. Donc c'est le match pour se qualifier pour le deuxième tour. Donc c'est ça les priorités, et pas ce soir. Le MSB s'incline au final de 33 points, 98-65. Les Manceaux sont deuxième de la poule ex-aequo avec Bandit. Allez, on ouvre notre programme des réjouissances maintenant avec la nouvelle édition du Petit Futé. Escapade en Sarthe, Le Mans 2011, une édition qui est en train de sortir cette semaine. Vous pourrez le retrouver un peu partout au fur et à mesure que les jours passent. Je reçois donc la responsable d'édition de ce Petit Futé, Ingrid Lediot, bonjour. Bonjour. 1300 adresses dans un petit livre comme ça. Oui, c'est du boulot, non? Oh oui, un an de travail. Un an de travail. Tout à fait. Quel type de domaine est couvert par ce travail-là? Les domaines d'activité, ouais. vous voulez parler? Donc on a évidemment tout ce qui est restauration, bar, discothèque. On a aussi toute la partie shopping, donc on va retrouver tous les magasins. Ouais, c'est ça, c'est pour consommer et sortir. C'est un guide de consommation, hein, voilà, c'est un guide de consommation. Donc on va aussi retrouver les concessionnaires voitures, les constructeurs de maisons. Enfin, on a vraiment un domaine d'activité assez large. Hein, Quelles sont les nouveautés de cette édition 2011? On en a à peu près 60. Ouais. 60. C'est-à-dire que 60 nouvelles adresses? 60 nouvelles adresses, oui, depuis un an. Donc beaucoup de restaurants. On a beaucoup de restaurants. Parce que ça a changé sur la place du Mans et en Sarthe? Il y a eu des établissements qui ont fermé, ouais. de nouveaux propriétaires, de nouvelles enseignes, voilà. D'accord. Et en termes de mise en page, de services rendus, j'allais dire, par le Petit Futé, quand on l'ouvre, qu'est-ce que vous avez apporté en 2011 par rapport aux autres années? Le guide, vous savez, ouais. nous, on a une charte rédactionnelle qu'on est obligé de suivre, c'est la même sur toute la France, donc ça ne change pas énormément d'une année sur l'autre. Hein. Justement parce qu'on veut que le lecteur, quand il ouvre le guide, il sache se repérer tout de suite dans le guide. Hein, donc même le classement des rubriques est toujours fait de la même façon. D'accord, on essaie de ne pas trop changer ça en tous les cas. Quelque chose qui a changé cette année, enfin je l'ai remarqué cette année, oui. Il n'y a plus les bulldogs. Non, ça fait 3 ans en fait, depuis que je suis arrivée. Pourquoi vous refusez de faire les bulldogs? Les bulldogs, on le rappelle aux téléspectateurs, c'était en gros des critiques sur des magasins, ouais. Sur des restos, des sorties, et vous disiez ce qui n'allait pas en fait. Voilà, non, et ça, vous c'était vraiment très très négatif. Ouais. Oui, moi je refuse de le faire parce que j'estime que je ne suis pas là pour assassiner les commerçants. Si j'estime qu'ils ne sont pas assez bons pour rentrer dans le guide, je préfère ne pas les rentrer. Donc il y en a certains que vous évacuez d'entrée? Oui, ouais. Oui, non, on n'est pas là pour... les commerçants... ce guide est aussi important pour les commerçants que pour les lecteurs, parce qu'il a une vie des deux côtés. Mais au niveau des commerçants, moi, en tous les cas, je ne trouve pas très ça sympathique de leur faire des critiques très négatives. Ouais. A priori, on ne vous demande pas d'être sympa avec les commerçants, mais de donner aux consommateurs un avis objectif, en fait, sur ce qu'ils peuvent trouver. Le plus honnête possible. Mais c'est vrai que c'est vraiment très négatif. Non. Moi, vous préférez ne pas le mettre dans le guide plutôt que de faire une critique? C'est un choix personnel. Personne ne m'oblige à faire ce genre de choses. Une autre question qui va un peu dans le même sens. Il y a de la publicité. Oui. Comment vous arrivez à assurer votre indépendance vis-à-vis de votre indépendance rédactionnelle? Alors, comment on peut réussir à assurer une indépendance par rapport à ça? C'est-à-dire que moi, je m'occupe de toute la partie publicitaire parce que je suis la responsable d'édition et j'ai une équipe de rédaction qui travaille bien évidemment pour monter les textes et donc c'est 2 services complètement indépendants. Donc les clients sont de toute façon au courant de ce système de ce fonctionnement. Alors c'est vrai que des fois il arrive qu'on ait un client qui ait pris de la publicité et qu'il ait 1 ou 2 phrases négatives dans le guide, mais c'est le... Vous
Vous gardez ces deux phrases? Oui, parce qu'on est un petit peu obligé. Enfin, je veux dire, c'est le lecteur, quand il achète le guide, c'est pour lire d'abord les textes, évidemment, et nos critiques, et la publicité est juste une mise en avant supplémentaire pour le client. Hein, mais le lecteur n'achète pas le guide pour regarder les publicités. A priori, non. Quelque chose de positif, est-ce que vous auriez des adresses de resto à nous donner, mais les vrais coups de cœur, des choses incontournables pour cette année 2011? Alors oui, il y a les cocottes sartoises qui ont ouvert place Saint-Pierre, qui est très sympa, avec un système assez original, justement, de tous les plats proposés dans les cocottes, même les salades. Hein. Donc ça, moi, je trouve ça très original. Après, on a un autre restaurant qui s'appelle Layeli 24, qui est un restaurant libanais, mais traditionnel, hein, donc où ils font vraiment de très bons plats, limite gastronomiques libanais. Voilà. Après, on a évidemment des adresses incontournables sur le moment qui existent depuis des années, mais en parlant vraiment nouveauté, moi, c'est ces deux coups de cœur là vraiment qui m'ont que vous voulez mettre en avant. Voilà. Allez, un dernier mot, ça sera sur Le Mans la nuit. Oui. Alors, c'est évidemment pas la première année qu'il y a ce guide. Pourquoi mettre Le Mans la nuit dans un autre ouvrage que le guide sur... Alors, les deux guides ont une zone de diffusion déjà complètement différente. Le guide de Mans, le guide de consommation, est diffusé à la FNAC, enfin dans toutes les librairies, maisons de la presse, supermarchés. Et le petit guide de nuit, lui, il est diffusé à la mairie, à l'office du tourisme, au service jeunesse, il est gratuit. Il est gratuit et c'est tout ce qui se passe après 22h. C'est tous les lieux où on peut aller après 22h, que ce soit les restaurants, les bars. Et pourquoi il est gratuit celui-ci là par rapport En fait, au départ, il a été créé, enfin moi en tous les cas, bien avant que j'arrive au Petit Futé, à la demande de la mairie, à la demande du maire. Ouais, tout simplement parce qu'il estimait qu'un petit guide de nuit... Donc c'est financé en partie par la mairie À l'époque, oui. Maintenant, non. Non, maintenant, non. D'accord. Mais il y a peut-être 5-6 ans, oui, en effet. Alors on rappelle, Escapade dans la Sarthe, Le Mans 2011, les bons plans et les meilleures adresses pour consommer et sortir 365 jours par an. Et puis le guide Le Mans, la nuit, une grille audio. Merci beaucoup d'être passé dans ce journal. On vous propose une sortie nous-mêmes maintenant, une sortie pour une expo qui est très originale, comme semble en prendre l'habitude le Capra d'Allonnes. Il s'agit d'archéologie fiction qui vous projette dans 2000 ans. Dans 2000 ans, les données numériques auront disparu. Il ne restera rien des livres, des journaux, du papier, ni de notre culture. Juste quelques objets non dégradables, soumis, en l'absence de toute trace écrite, à l'interprétation forcément surprenante des archéologues du futur, comme ces pièces de monnaie suisses de 1996 représentant Guillaume Tell. Ils en déduisent que les personnages qui sont représentés dessus sont des symboles de pouvoir, enfin des personnages, des notables liés au pouvoir. Et donc ces personnages sont barbus. À partir de là, donc, ils en déduisent logiquement que les représentants de la caste au pouvoir sont systématiquement barbus. Conséquence un peu plus loin dans l'exposition de ces interprétations et de cette logique implacable jusqu'à l'absurde quand il s'agit d'un objet aussi anodin qu'un nain de jardin. Étant donné qu'il est barbu, on en déduit que c'est un notable. Son accoutrement bien particulier fait de lui un prêtre. Et son air bienveillant atteste du côté sympathique de ce culte. Drôle d'expo où l'arrosoir devient vase d'apparat et le cochon tirelire, une idole zoomorphe. À l'origine de cette exposition en 2003, le conservateur du musée de Lausanne a voulu dépouiller nos objets quotidiens de tout leur vécu et ne les aborder que sous un angle descriptif et comparatif. L'objet de cette exposition, c'est de montrer un peu la démarche intellectuelle des archéologues qui, à partir des vestiges du matériel d'une société, essayent de la comprendre, comment les gens vivaient, leur culte et ainsi de suite. Le problème, c'est que parfois, il y a surinterprétation de la part des archéologues. Hein, il y a des erreurs, des tics et des manies qu'ils ont. Et donc, pour s'approprier cette démarche, la proposition de Laurent Flutsch, le conservateur de Lausanne, c'était de montrer à travers les erreurs la manière dont fonctionnaient ces archéologues. Une expo unique et surprenante où l'on peut inverser les choses et jouer à se demander ce qu'est cet outil polyvalent ou encore ce couvercle bombé qui laisse nos descendants plutôt perplexes. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, nouvelle édition de l'info à 18h30 et c'est Pierre Lelès que vous retrouverez en direct. En attendant, passez d'excellents moments sur notre antenne.